fin au chômage. Voici les résultats. Valentine, je te laisse. Ah, intéressant. Alors, la question, c'était d'après vous, c'est quoi l'innovation frugale? La plupart d'entre vous, la moitié, ont répondu à un état d'esprit. Et deux autres questions ont eu quand même quelques réponses. Une technique de créativité et une méthode pour économiser en temps de crise. Alors, personne n'a répondu à un jus de fruits exotique. On avait mis ça pour mettre un peu de fraîcheur, un peu de soleil dans le webinaire. En effet, en tout cas, à notre connaissance, il n'y a pas de jus de fruits qui s'appelle le Yugad. Et c'est bien un état d'esprit qui comporte ou qui peut avoir effectivement en application des techniques de créativité et de méthode, mais avant tout, c'est un état d'esprit. Et c'est pour ça qu'il répond à différents principes qui, quand ils sont tous utilisés, vont pouvoir avoir une grande efficacité. Et c'est cet état d'esprit qu'on essaie d'insuffler depuis de nombreuses années dans les pays émergents et un peu plus récemment dans les pays occidentaux et dont on va vous présenter un petit peu le contenu. Merci beaucoup d'avoir répondu à ce sondage. On parle de 6 principes parce que celui qui a un peu théorisé le Yugad, c'est quelqu'un que Elisabeth a cité, qui s'appelle Navi Raju, et il s'est associé à Jaideep Prabhu et Simone Ahuja pour éditer un ouvrage dont on va se servir beaucoup pendant ce webinaire qui s'appelle L'innovation Yugad, redevenons ingénieux. Alors, Bruno, Elisabeth et moi, nous avons l'édition 2013. Depuis, il y a d'autres éditions avec d'autres couvertures. Et surtout, ce qu'on a souhaité faire dans ce webinaire, c'est vous donner les 6 principes sans réciter le livre, mais au contraire en l'illustrant avec des exemples le plus souvent français ou européens, et puis des exemples actuels qui nous ont frappés et qui nous ont paru tout à fait illustratifs de cet état d'esprit, ou de la preuve en tout cas de l'existence de cet état d'esprit. Si vous voulez bien, je vais vous présenter le premier principe. Et comme le disait Elisabeth tout à l'heure, n'hésitez pas, si vous avez des exemples ou des questions, des réactions spontanées, à les mettre dans le chat au fur et à mesure. On surveillera un petit peu ce qui s'y passe pour pouvoir y répondre. Le premier principe, c'est de rechercher les opportunités dans l'adversité. Le Yugad, c'est un mot hindi qui veut dire système D, débrouillardise en indien. Et les pays émergents, comme l'Inde et la Chine, pour citer les deux plus gros en nombre d'habitants, n'ont en fait pas vraiment le luxe ou le temps de chercher autre chose que des opportunités dans l'adversité. Là où nous avons un principe qui dit « j'ai transformé la contrainte en opportunité », un peu malgré moi, eux, en fait, ont pris l'habitude d'être dans des situations adversives et de faire de l'adversité finalement un allié, un moteur. Pour cela, on a plusieurs exemples et ce principe, il se découpe en plusieurs aspects qui permettent de ne pas se laisser freiner par l'adversité, mais plutôt être entraîné par elle. Et la première chose, le premier exemple, la première idée de ce principe, Bruno, s'il te plaît, dans le slide suivant, c'est de trouver dans l'adversité de la résilience et de l'ingéniosité. Pour cela, je vais citer 2 exemples, dont un que vous connaissez maintenant par cœur. Si vous êtes là, c'est que vous en avez fait usage. C'est depuis le 16 mars d'avoir utilisé, évidemment, au départ sous l'incontrainte, mais finalement en transformant nos modes de fonctionnement, tous les outils digitaux de webinaires qu'on a transformés en apéro Zoom, qu'on a transformés en réunions avec des déguisements, etc. Aujourd'hui, on est tous un peu usés par ce système, mais finalement, chaque semaine, chaque mois, on invente de nouvelles choses pour pallier à ce manque d'informel, par exemple, essayer de retrouver de la chaleur, finalement, malgré toutes les contraintes qui nous sont tombées dessus depuis 9 mois. Je vais citer un autre exemple pour montrer à quel point, jusqu'alors, les pays occidentaux étaient un peu endormis et ils se sont réveillés. C'est le domaine de l'éducation, dans lequel les formations de l'éducation nationale pour les enseignants, pour les former au digital, avaient du mal à prendre. Il y avait un vrai conflit de génération. Il y avait aussi sur YouTube de nombreuses chaînes avec des enseignants, des profs, des parents qui avaient mis des chaînes sur des petites méthodes, des règles de grammaire, des cours de maths, des choses comme ça, donc qui avaient leur petit succès. Pendant le confinement, tout ceci s'est vraiment démultiplié et on a réussi à trouver des pépites qui existaient, qui étaient sous silence parce que finalement faites un peu de briques et de broc, mais d'excellente qualité. Et aujourd'hui, il y a vraiment des cahiers entiers de e-éducation qui sont mis en page, qui sont envoyés aux parents et qui sont mis en valeur par l'éducation nationale. Pour moi, c'est vraiment de la résilience dans la contrainte dans les pays européens, ce qui existait depuis longtemps en Inde.
Le deuxième point dont on fait usage depuis de nombreuses années les pays émergents, c'est de prendre conscience des conditions extrêmes. En réalité, ils sont dans des conditions extrêmes. Et aujourd'hui, les conditions extrêmes, que ce soit le climat, la crise, les normes, par exemple, les normes européennes, les normes internationales qui se développent, ce sont des conditions extrêmes dont nous n'utilisons pas nécessairement tout le ressort. L'exemple que je vais prendre, il n'est pas français aujourd'hui, hélas, mais il vient des pays du Nord. La petite photo avec des vélos et des trottinettes vous donne un indice, peut-être la photo de Greta Thunberg aussi. Les pays du Nord ont pris conscience de l'urgence climatique depuis très longtemps, de la pollution atmosphérique, et bien avant nous, alors que ce sont des pays froids quand même, ce qui est un des freins pour monter sur un vélo. Ils ont mis en place des pistes cyclables et des réflexes, des habitudes vraiment d'utilisation des mobilités douces. Aujourd'hui, on y vient dans les autres pays, plus ou moins de gaieté de cœur. Ce qui est important, c'est de voir l'avance qu'ont les pays du Nord en termes de qualité de vie au travail, de souplesse également dans l'organisation du travail et également de bonne santé. Tout ceci probablement dû en partie à l'utilisation de ces mobilités douces. Ils ont pris conscience des conditions extrêmes probablement avant nous. Le troisième point de ce premier principe, c'est d'exploiter la puissance des réseaux face aux menaces concurrentielles. En réalité, depuis quelques années maintenant, des grands groupes industriels occidentaux et même de pays émergents ont pris conscience de l'utilité d'ouvrir, par exemple, leur laboratoire de recherche et développement en s'intéressant, en faisant des partenariats avec des universités, avec des startups. Dans le livre de Naviraju de 2013, il parle déjà de Pfizer qui a ouvert ses laboratoires. Aujourd'hui, j'imagine que vous êtes tous conscients de la vitesse avec laquelle le vaccin tant attendu arrive. S'il arrive, c'est bien parce que Pfizer s'est associé avec Moderna, qui est une pépite française, incubée aux États-Unis, mais française, en tout cas, le fondateur est français, qui est une start-up bien plus agile, qui a pu faire des recherches sur des nouveaux moyens de biotechnologie, etc., et qui a permis, avec la force de Pfizer, de sortir ce vaccin. Il y a d'autres utilisations des réseaux, c'est par exemple le développement du freelancing. Aujourd'hui, il y a près de 1 million de freelances en France. À l'origine, c'était plutôt dans le monde informatique, c'était une force supplétive qu'on allait chercher sur des projets, avec toujours un peu cette peur de perdre son savoir-faire, de faire entrer le loup dans la bergerie. Aujourd'hui, les grandes entreprises et les moyennes ont bien compris l'intérêt d'avoir des ressources mobiles qui peut-être apportent du savoir-faire, peut-être parfois trahissent des secrets, mais elles sont obligées de ne pas le faire, et si elles font leur travail sérieusement, elles ne le font pas, et elles sont là en soutien et avec une très forte valeur ajoutée parce qu'elles ont aussi la vision du travail qu'elles accomplissent auprès d'autres industries. Voilà les quelques exemples sur ce premier principe de recherche d'opportunités dans l'adversité. Et comme nous sommes joyeusement professionnels et que nous avons des moyens immenses, je propose de transférer avec des effets spéciaux le livre à Elisabeth pour le deuxième module. Et le voilà qui est arrivé. Merci Valentine, je l'attrape au vol. Voilà. Donc, le deuxième principe a été exprimé sous forme de faire mieux avec moins. Donc, vous l'avez compris, la rareté dans les pays émergents n'est pas un luxe, ce n'est pas un mode de pensée philosophique, c'est une réalité à laquelle les innovateurs jugables sont confrontés et ça devient leur mode de pensée. Alors, chez nous, dans les pays plus développés, après des années d'abondance et de surconsommation, qu'est-ce que ça veut dire réfléchir et concevoir, innover comme un innovateur frugal? Bien, ça veut dire qu'en fait, au lieu de repartir de zéro pour innover, créer de nouveaux produits ou de nouveaux services, alors nous allons nous efforcer de faire mieux, de créer de la valeur, donc une valeur pour un utilisateur qui n'existe, une valeur avec un produit ou un service qui n'existe pas encore, en mobilisant le moins de ressources possibles, qu'il s'agisse de ressources naturelles ou de ressources intellectuelles. C'est pour ça que les entreprises qui cherchent à innover de manière frugale, merci Bruno, vont devoir, dans le cadre de l'intégration de ce principe, créer de la valeur en mobilisant moins de ressources, vont devoir créer, et elles cherchent à créer des produits qui sont porteurs de valeur.
et moins gourmande en ressources naturelles. Alors, sur le cycle de conception que l'on vient de vivre, dans lequel on est et qui est en mode aussi de transition, c'était un cycle de conception produits et de services très orienté utilisateur. Donc maintenant, on parle de éco-conception, c'est-à-dire qu'on va chercher à concevoir des produits qui vont intégrer, donc dès l'étape de conception, des valeurs sociétales, écologiques, etc. Donc, à titre d'exemple, nous aimons bien ce que fait la marque 1083, qui est une marque de jeans français. Je ne sais pas si vous la connaissez. Et en fait, quelle est la promesse qui se cache derrière leur logo et leur nom 1083? En fait, un jean traditionnel parcourt 65 000 km de son lieu de fabrication jusqu'au consommateur final. Eh bien, 1083 s'est fixé comme défi de relocaliser la fabrication en France de sorte qu'il y ait au maximum, donc qu'il y ait plutôt moins de 1083 qui séparent le lieu de fabrication et le consommateur final. Donc voilà, première prouesse et qui cherche donc à créer des produits porteurs de valeur. La deuxième valeur pour 1083, c'est de faire en sorte que ces jeans soient recyclables à l'infini. Donc, ils ont créé le premier jean, ils l'ont appelé Infini et ils l'ont mis sur le marché en 2018, je crois, de mémoire. En fait, c'est un jean. Quand vous l'achetez en fait, et que vous considérez qu'il est usagé, qu'il est en fin de vie, il est consigné, donc vous le rapportez dans une boutique 1083 et 1083 va en faire la matière première pour un nouveau jean. Et c'est ainsi que nous rentrons dans l'économie circulaire qui est le deuxième… Merci Bruno. Voilà. Le deuxième point très très fort lié à créer de la valeur en consommant moins de ressources. Donc, on va chercher à créer des solutions circulaires. Alors, je viens de citer, excusez-moi, 1083. Un exemple, donc nos deux exemples coup de cœur, et l'exemple de Charlotte Allot, qui est la jeune femme que vous voyez sur son fauteuil roulant. Charlotte Allot est paraplégique, elle est ingénieure et elle est très, très ingénieuse parce qu'en observant les trottinettes électrique, en fait, eh bien, elle a créé ce fauteuil roulant tracté par une trottinette électrique, permettant de réduire ainsi de plus de 50% le prix d'un fauteuil roulant. Donc, ce qui veut dire que la solution du fauteuil roulant électrique tracté par cette trottinette va pouvoir s'adresser de manière inclusive à des personnes dans la situation de Charlotte qui n'auraient pas les moyens de s'acheter un fauteuil roulant classique. Deuxième exemple, c'est la société Cocomiette, qui est une société qui fabrique de la bière artisanale et qui a réussi à remplacer 30% des céréales nécessaires pour fabriquer de la bière par de la chapelure de pain. Et cette chapelure de pain, ils l'obtiennent en utilisant les pains invendus. Bon, retenons quand même que dans le gaspillage alimentaire, 14% de ce gaspillage alimentaire en France est constitué de pain invendus. Voilà. Donc pour cela, bien tout à l'heure, quelqu'un disait que le DUGAD, l'innovation frugale, était une technique de créativité. Pour ce faire, les innovateurs frugaux s'appuient sur des techniques de créativité. Il y en a une notamment qui s'appelle le Scamper. Peut-être certains la connaissent, hein, et si vous l'utilisez, ça sera sympa de nous en faire part ou dans le chat ou tout à l'heure à la fin de ce webinaire. C'est la méthode du concassage. Elle a été mise au point par Alex Osborne, un des pères fondateurs des démarches de créativité développées, et ça consiste en fait à se décaler. Voilà, et à imaginer, en observant un produit ou un service, comment on pourrait le renverser, la technique du renversement, comment on pourrait le modifier, le magnifier, le combiner avec d'autres éléments, le substituer, etc. Donc oui, les innovateurs frugaux utilisent beaucoup les techniques de créativité pour faire mieux avec moins. Voilà. Et donc, nous allons maintenant nous acheminer vers le troisième principe, Bruno. Transformation de la couleur. Moi, je vais mettre en évidence un autre sujet, Smart Simplicity.
Ce que nous avons vu, c'est saisir les opportunités dans l'adversité, c'est pouvoir faire mieux avec moins. Mais comment faire? Eh bien, déjà en faisant simple. Alors, faire simple, attention, ça ne veut pas dire être simpliste. Ça veut dire faire tout aussi simple que possible, mais pas plus simple, pour citer Einstein. Et ça veut dire s'orienter sur un certain nombre de critères, notamment être moins coûteux, que nos produits et nos services soient moins coûteux aussi bien à concevoir, à fabriquer, qu'ils soient plus faciles à installer, à déployer, à entretenir. Et du coup, ça les rend plus abordables et accessibles et ça permet de satisfaire un plus large public. Voilà, donc faire simple, c'est être vraiment utile et apporter une valeur ajoutée. Et le livre que je viens de vous montrer, Smart Simplicity, est un ouvrage écrit notamment par Yves Morieux, un expert d'un grand cabinet qui s'appelle BCG, et qui vraiment défend le principe de simplicité intelligente en mettant en avant que les entreprises en Occident ont complètement complexifié leur structure, leurs procédures, leurs moyens de fonctionner, en ajoutant des moyens de mesure, en ajoutant des services pour contrôler les services qui contrôlent les autres, etc., pour pouvoir dire arrêtons cela, faisons en sorte de pouvoir nous adapter à ce monde en changement et au lieu de le rigidifier, au contraire, il faut l'assouplir. Pour l'assouplir, il faut impliquer les personnes, faire en sorte de créer les conditions pour qu'ils soient dans la coopération, qu'ils soient autonomes, qu'ils soient créatifs. Et à ce moment-là, on pourra s'appuyer sur toute la puissance des collaborateurs. On a un exemple d'une entreprise, Philips, qui donc s'est rendu compte qu'elle avait beaucoup de difficultés à la fois à être rentable, vendre ses produits, et qui a complètement changé sa démarche en mettant en place une nouvelle démarche qui s'appelle Sense and Simplicity, qui permet de tester mes connaissances en anglais, mais en accent en même temps, avec notamment la réduction des références aux 2/3, puisqu'ils sont passés de 210 références à 70. Ils ont fait en sorte qu'il y ait un seul interlocuteur par produit, qu'il y ait des dispositions qui soient vraiment favorables pour les consommateurs, notamment avec des emballages pratiques. Et ainsi, ils ont pu retrouver de la rentabilité, de la visibilité et retrouver de la présence sur le marché. Alors, puisque je vous parlais de ces produits de Philips, qui étaient connus pour ses produits techniques, restons sur la technique pour voir aussi que, OK, on dispose de beaucoup de technologies en ce moment, puis on en parle encore. On met en avant souvent Apple, avec raison, qui a pu faire émerger un nouvel usage du téléphone, notamment à travers des smartphones, qui a été copié. Et on parle moins de Nokia, qu'on a un peu oublié. Nokia est resté le distributeur de téléphone le plus important parce que eux, ne réussissant pas à prendre le marché des smartphones, sont au contraire penchés sur les pays émergents. Ils sont allés dans les favelas, ils sont allés dans différents endroits pour se poser la question de savoir quels étaient les besoins. Et donc, ils ont fait en sorte de pouvoir imaginer les produits qui correspondent vraiment aux besoins. Simplement le téléphone, les SMS, que ces outils puissent se recharger très rapidement, parce que les pays émergents disposent de peu d'électricité, et qu'ils puissent tenir la charge longtemps. Ils ont rajouté aussi une option après un premier test, qui est la lampe de poche, en remarquant combien les gens vont l'utiliser. Ils ont fait le Nokia 1100 qui s'est vendu à des centaines de millions d'exemplaires sur cette logique d'innovation frugale. Et au-delà de ces aspects technologiques, il y a aussi qu'est-ce qu'on peut inventer comme service ou comme produit. Et bien déjà, on peut s'inspirer de la nature. On prend souvent cet exemple de créativité d'un Suisse dans les années 50 qui a inventé le velcro, donc un nouvel usage pour ouvrir et fermer des habits notamment, en s'inspirant de ces montagnes suisses sans doute et des chardons qu'il découvrait. Mais s'inspirer de la nature, c'est déjà un premier point. Il y en a d'autres exemples. Mais c'est aussi déjà s'appuyer sur ce qui fonctionne. S'appuyer sur ce qui fonctionne, c'est ne pas réinventer la roue, c'est limiter les investissements en recherche et développement et faire en sorte, par exemple, en automobile, d'avoir des plateformes qui sont uniques ou pouvoir même réutiliser des conceptions qui ont fait leur preuve, voire des machines qui ont été déjà amorties. Ça a été le cas de Dacia, qui était au départ dans les pays de l'Est un fabricant des Renault 12 sous licence et qui ensuite, lorsqu'il a été repris par Renault, a permis de sortir des véhicules extrêmement intéressants pour les pays émergents. Et on voit que maintenant, ce ne sont pas seulement les pays émergents qui en profitent, c'est un peu le principe d'innovation inversée, ce sont dans nos pays aussi occidentaux, on va retrouver ces Dacia qui répondent aux besoins minimums des conducteurs. Toujours dans cette logique de faire simple, ça suppose en tant qu'innovateur, en tant même
acteurs de cette innovation, de pouvoir oublier les solutions parfaites, de passer du mode perfectionniste qui peut-être pouvait fonctionner il y a 50 ans quand on avait le temps et les moyens de pouvoir aboutir. Bon, on espère que les gens qui règlent les boulons dans les centrales nucléaires restent perfectionnistes, mais on n'a pas tous besoin de l'être. Et notre invitation, c'est d'être au contraire optimaliste. Optimaliste, ça veut dire faire à l'optimum, faire au mieux en fonction des moyens que l'on a, du délai qu'il y a. Et donc, notre invitation, pour faire simple, c'est devenez des optimalistes. Et maintenant, je passe le relais à Valentine. Voilà, je fais à la fois le livre, le slide. À toi, Valentine. Attention, me revoilà. Merci Bruno. Quatrième principe, vous avez vu que nous avons été également un peu ingénieux puisque en haut de vos slides, vous avez le programme complet. Donc après l'opportunité dans l'adversité, faire mieux avec moins, faire simple grâce à Bruno, me revoici pour parler du quatrième principe qui s'appelle intégrer les exclus et les marges. Ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce principe, c'est que aujourd'hui, quand on parle exclus et marge, on parle souvent solidarité, association, et on imagine plein de choses qui existent en marge du mouvement, du système capitaliste pour tenir compte des exclus et des marges. Or, le yoga de l'innovation frugale, c'est bien trouver un modèle économique qui intègre ces marges et ces exclus et trouver un marché qui l'intègre. Et Bill Gates le disait déjà, je vais lire sa citation, il disait « Nous avons besoin d'un système capitaliste qui aurait une double mission, faire du profit, mais aussi améliorer la vie de ceux qui ne profitent pas pleinement des forces du marché. » Et en intégrant ces exclus et ces marges qui peuvent être exclus parce qu'ils n'ont pas des gros moyens économiques tout en étant très nombreux, les pays émergents ont déjà évidemment créé de nombreux produits et de nombreux services. Et en France et en Europe, heureusement, il y en a également de nombreux. La première chose qui constitue ce principe, c'est de faire de l'inclusion, certes un impératif moral qu'ont déjà de nombreuses associations et dans nos vies, chacun personnel, probablement, c'est déjà un point important qu'on peut presque mettre à l'échelle de valeur, mais qui a un sens économique. On a aujourd'hui des personnes, des segments qui peuvent paraître marginaux. Par exemple, citons les non-voyants. Aujourd'hui, les non-voyants, c'est vrai qu'ils sont marginalisés sur beaucoup de choses au quotidien et dans leur consommation, probablement, ça a un impact très fort. Ils représentent néanmoins à l'échelle mondiale 290 millions de personnes. Donc, avoir un produit, un service qui est dédié, qui intègre ces personnes non-voyantes avec un modèle économique, par exemple, qui, grâce à la technologie, trouve finalement sa rentabilité, ça peut être vraiment un gros marché qui tient compte de ce sens en moins chez ces personnes-là. Dans les exemples que je vais vous citer maintenant, il y a notamment un exemple qui s'appelle le compte Nickel, qui est vraiment franco-français, qui a été fondé par un ancien de la Société Générale. Il concerne des personnes qui sont exclues du système bancaire, qui n'ont pas de carte bancaire et qui sont parfois interdits bancaires, peut-être par une vie qui les met vraiment en marge ou peut-être un incident de parcours, mais en tout cas une difficulté qui s'ajoute aujourd'hui au quotidien. Parce qu'aujourd'hui, sans carte bancaire, on ne peut pas acheter sur Internet, par exemple. Et donc, c'est vraiment une population qui est encore plus exclue. Il a créé, cet ancien de la Société Générale, le compte Nickel, qui propose en 5 minutes d'ouvrir un compte bancaire et d'avoir une carte bancaire dans les bureaux de tabac, d'où la petite carotte qui fait partie du logo. Aujourd'hui, il y a 10% des bureaux de tabac qui proposent le compte Nickel. Ça fait 2400 bureaux de tabac qui proposent cette possibilités bancaires à ces personnes qui, d'une certaine manière, sont exclues et sont réincluses. Le système technologique fait que, le système d'information et les nouvelles technologies font que ce système est tout à fait rentable aujourd'hui et que l'entreprise Nickel est une entreprise à succès. Un autre segment de la population qui fait aujourd'hui partie d'une vraie opportunité de business, de marché, ce sont notamment les seniors. Aujourd'hui, 17% de la population européenne a plus de 65 ans. En 2030, ils seront 25%. Ils seront parce que je n'ai pas plus de 65 ans aujourd'hui, pour ceux qui peut-être en doutaient. Donc, apprenons à définir, à trouver des produits, des services qui permettent de s'adresser à cette population vieillissante. Aujourd'hui, il y a beaucoup de services de la silver economy qui ont bien compris ce système et de nombreuses entreprises créées en France avec des services et des produits vraiment adressés à ces personnes-là. Le troisième aspect,
Donc, c'était bien investir sur des segments économiques en étant d'emblée adaptés à eux. Troisième aspect et qui est important, c'est qu'il y a une concurrence accrue sur les cœurs de marché en Occident. Les marchés matures, la grande distribution, l'automobile par exemple, se sont vus grignoter des parts de marché par les acteurs des pays émergents. Faisons l'inverse, arrivons sur ces marchés avec des produits qui n'ont pas été pensés pour le consommateur moyen français, mais peut-être ces consommateurs un peu marginalisés, enfin moyen européen, pardon, mais peut-être pour les consommateurs aujourd'hui qui font partie de ces segments un peu marginaux. La voiture que vous voyez en photo n'est pas une voiture qui arrive d'Inde, mais bien une voiture française qui a été créée par Citroën récemment, qui est évidemment pour des personnes qui ont un budget réduit, qui ont aussi peut-être envie de se garer dans une place réduite. Elle s'appelle l'Ami, elle vient d'arriver sur le marché. J'ai mis aussi les systèmes bancaires qui grignotent petit à petit les parts de marché des banques. Et nous avons PayPal qui a été créé aux États-Unis, PayPlug qui est un système français qui permet d'attirer les personnes qui soit sont plus jeunes ou en dehors du système des cartes Visa, Electron, etc. et qui permet d'acheter sur Internet sans avoir peur de se faire piquer ses coordonnées de carte bleue, par exemple. Et Dieu sait s'il y a beaucoup aujourd'hui de personnes qui vont être attirées par ce système très protégé et qui arrive sur ce marché mature. Dernier point, et là aussi c'est mon chouchou, Elisabeth avait un chouchou, j'en ai un, qui fait vraiment de l'exclusion un argument inclusif. Aujourd'hui, vous connaissez, j'espère, ou sinon en tout cas je suis contente de vous les faire découvrir, les cafés joyeux. Il y a eu aussi les restaurants dans le noir, par exemple, qui se sont adressés au grand public avec une offre de services de restauration adressés par des non-voyants. Là, les cafés joyeux, ils proposent dans leurs produits de vente et dans leurs cafés, fermés pour l'instant, mais qui vont réouvrir bientôt, d'être accueillis, servis par des personnes avec un handicap léger, trisomique pour une grande partie, et puis des handicaps légers variés. Et ils répondent non seulement au modèle économique avec, encore une fois, la nouvelle technologie qui permet de pallier à l'efficacité peut-être de vente de ces personnes-là, mais surtout, ils répondent à un besoin de consommation aujourd'hui généralisé, de consommation qui ait du sens et de faire partie en fait de l'inclusion en consommant en consommant de manière inclusive. Donc, renseignez-vous si vous ne connaissez pas les cafés joyeux. C'est vraiment, vraiment sympathique d'aller consommer chez eux et les produits sont excellents. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'intégration des marges et des exclus. Me revoilà, je vais faire là un effet spécial qui s'appelle tournicotis et qui arrive chez Elisabeth. Tout en douceur. Incroyable. Tout en douceur, comme l'image des danseurs que je vous propose de partager maintenant pour illustrer le principe numéro 5, qui consiste à penser et agir de manière flexible. C'est pour nous le principe qui a été illustré de manière très, très forte pendant cette crise et notamment au printemps, lorsque de manière très soudaine, toutes les entreprises ont dû faire preuve de flexibilité, c'est-à-dire la flexibilité, il s'agit de mobiliser ou de démobiliser un ensemble de ressources, qu'elles soient encore une fois logistiques, technologiques, humaines, spatiales, etc., pour pouvoir continuer à travailler. Donc, elles ont fait ça de manière très, très soudaine et dans un temps record. Alors, cette flexibilité nous amène à, quand on regarde ce qui s'est passé, nous amène à mettre en avant des concepts et des caractéristiques qui, encore une fois, nous, au CocoLab, nous rendent joyeux. L'improvisation, puisque aucun plan stratégique d'aucune entreprise que ce soit n'intégrait que le 13 mars, il faudrait du jour au lendemain mettre tout le monde en télétravail. Donc, ce n'est pas sur la base de la stratégie, de l'anticipation et de la planification qu'on a réussi à faire face à la crise, mais c'est bien sur la base d'une improvisation très, très forte. Du sens de la débrouillardise, les MacGyver parmi nous, les couteaux suisses, sont les héros de cette année qui se termine là dans quelques jours. Voilà. Donc, improvisons, soyons débrouillards. Les ingénieurs deviennent surtout des ingénieux. Et si on n'a pas fait une école d'ingénieur, eh ben, rien ne nous empêche d'être ingénieux. Voilà. Et puis, ce qui va faire la force dans l'innovation Jugad,
l'innovation frugale, c'est la transmission des connaissances. Donc, je vous parlais tout à l'heure du principe numéro 2 qui était de faire mieux avec moins en mobilisant moins de ressources. Donc là, il s'agit par exemple dans les grandes entreprises qui possèdent un portefeuille de brevets très important et pour les brevets qui n'ont pas été encore exploités, d'exploiter ces brevets et non pas de faire de la recherche et de la veille et de la recherche et du développement sur de nouveaux brevets. Il existerait, attendez, je prends mon chiffre, aux États-Unis pour 1 trillion de dollars de propriété intellectuelle non utilisée. Voilà. Un exemple franco-français qui nous a bien plu, c'est l'exemple de Paléo Énergétique, qui est un do tank, donc non pas un think tank, donc non pas un réservoir de réflexion, mais un réservoir d'action. Voilà. Et donc ce paléo énergétique, oui c'est ça, en lien créé avec, excusez-moi, je ne sais plus avec qui. Bref, c'est un organisme qui cherche en fait à mettre à jour et à exploiter des brevets qui auraient été des inventions du passé. Donc paléo, donc vous voyez, on remonte très très loin dans l'histoire et qui auraient été sous-estimés et sous-utilisés. Voilà. Dans ce sens-là, pour la transmission des connaissances, le mouvement, alors qui est plutôt un mouvement associatif au départ, le mouvement des We Are Makers, qui en France s'intitule We, comme le We opposé au non, hein, We Makers, sont des plateformes qui réunissent dans le même esprit que Wikipédia des millions de personnes qui veulent faire bénéficier de leur talent, leur savoir-faire, leur expérience en créant des centaines de tutoriels, voilà, et en mettant donc en œuvre leur savoir-faire et en le partageant, puisque un des principes également liés au principe numéro 2 et à celui-ci, c'est l'économie de partage plutôt que l'économie de possession. Donc, je possède un outil, je le prête pour le partager, et puis j'ai besoin d'un savoir-faire ponctuellement ou d'un outil ponctuellement, eh bien, je vais le louer. Voilà, plutôt que de le posséder. Merci Valentine pour m'avoir rappelé que que le paléo énergétique a été créé avec la fondation Schneider Electric. Voilà, nous passons maintenant au principe suivant, numéro 6, pour terminer. Et hop. Tu n'as pas le son, Bruno, mets le son s'il te plaît. Je recommence. Voilà. Donc, je vous présente le 6e principe, hein, on en rembobine, avec notamment ce livre sur la belle histoire de Fabi. J'ai un petit problème de lumière aussi. Donc, voilà, on improvise. Et donc, le dernier principe, et pas des moindres, c'est suivre son cœur. Suivre son cœur, et notamment au travers de 3 clés. C'est d'abord soi-même, c'est ce qu'on retrouve chez les innovateurs Jugad, c'est que ce sont des gens qui sont passionnés. C'est-à-dire ce qu'ils font a vraiment du sens. Mais non seulement ils ont cette passion et ils sont dans une sorte de mission de vie, mais aussi ils sont en empathie, à la fois vis-à-vis des clients, de façon à pouvoir bien comprendre quels sont leurs besoins, quelles sont aussi les facilités à pouvoir leur proposer, mais également avoir de l'empathie pour les collaborateurs et se poser la question de savoir, vous voyez tout à l'heure, sur Faire simple, comment créer des conditions pour que les collaborateurs puissent avoir envie de bien faire, et notamment pour les clients. Et un 3e point, l'intuition. L'intuition, c'est être capable de pouvoir sentir le marché et faire en sorte finalement de gagner du temps par rapport à des lourdeurs encore une fois, de ressources et développement, sachant que la ressource et développement risque de prendre beaucoup plus de temps et pas forcément faire des produits qui seront utiles. Autant suivre son intuition et la tester et puis réajuster en fonction de ce qu'on découvre. On peut citer, alors ça c'est pas un exemple récent, mais sauf qu'il reste toujours d'actualité, Yves Rocher. Yves Rocher donc, était amoureux de la nature, amoureux de la Castille, c'est sa région, et il a commencé à créer un produit dans sa région à base de ce qu'il avait vu d'une guérisseuse et une première crème à base de racines.
il a été confronté à vraiment autour, notamment aux pharmaciens qui n'étaient pas du tout contents de sa proposition. Donc, du coup, il a fait de la vente par correspondance. Ça a très, très bien fonctionné, à tel point qu'il a commencé à ouvrir des boutiques partout en France. Et vous voyez que ça se répand même, y compris à l'international. Ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est qu'il y a des valeurs qui sont restées, puisque le petit-fils, Boris Rochet, lorsqu'on lui a proposé de pouvoir, dans ses lignes de conditionnement, faire en sorte de les automatiser complètement, mais il a préféré pouvoir maintenir des collaboratrices notamment seniors, puisque ces postes de conditionnement étaient destinés à des ouvrières qui avaient déjà beaucoup donné d'elles-mêmes et qui étaient plus confortables à travailler. Alors, dans les exemples que je voulais partager, il y a notamment l'exemple de Jean-François Zobrist, qui a été patron d'une fonderie, qui a réussi à faire en sorte de prendre 65% du marché des ailettes de boîtes de vitesse, et y compris avec la concurrence chinoise, avec un certain nombre de principes. Alors, il a mis du temps, il avait carte blanche par l'actionnaire, et il a en fait très vite défini 2 principes sans aucune déviation possible. 1, l'homme est bon. 2, l'amour du client. Et à partir de ces 2 principes, bâtit l'ensemble de son mode de fonctionnement, et notamment donner beaucoup de responsabilités aux ouvriers, en considérant que c'est celui qui fait qui sait. Et du coup, retirer tous les contrôles, les hiérarchies qui lui paraissaient inutiles, et faire en sorte, là on retrouve cette notion d'ingéniosité, de s'appuyer sur l'ingéniosité existante sur le terrain, en donnant vraiment les clés aux ouvriers, en faisant en sorte qu'ils fassent bon du premier coup, et qu'ils puissent aussi se prononcer sur la faisabilité des produits qui leur étaient demandés, de façon à pouvoir vraiment avoir des produits reconnus de qualité. Alors, je vous parlais aussi de l'intuition en termes de choix par rapport au R&D. L'autre versant de cette dimension suivre son cœur, c'est faire en sorte de dire, je pense qu'il y a un marché qui est là, je vais créer un prototype de service et de produit, je vais le soumettre, et puis on va voir ce qu'il en est, éventuellement on va le réajuster. Et de toute façon, ça prend moins de temps, moins d'argent que de faire des tas d'enquêtes, des tas de diagnostics qui vont de toute façon être obsolètes et ne pas permettre de pouvoir continuer. Voici ce dernier principe, suivre son cœur. C'est l'élan aussi qui nous a conduit à, de manière frugale, avec les petits soucis de technique qu'il y a pu avoir, mais vous intéresser à ce que je pense on peut et on a intérêt à pouvoir utiliser dans nos entreprises en ce moment pour pouvoir relever l'adversité qui est face à nous. Elisabeth, je te repasse la main, voilà, avec mes 2 bouquins, puisque moi, j'ai pas celui de… Oh, merci. Alors, pour terminer, en fait, en guise de notre carte de vœux pour 2021, qu'est-ce qu'on se souhaite à tous? Eh bien, d'intégrer cet état d'esprit, de le manifester, de le partager, d'embarquer des collègues, des collaborateurs, des confrères, des clients dans cet état d'esprit du GAD, en s'appuyant sur les 6 principes et en étant véritablement, en s'appropriant comme fil conducteur que les avancées, les progrès qui créent de la valeur ne se font pas forcément par une course effrénée au progrès technologique, mais tout autant par un état d'esprit résilient et créatif.